Dieu créa le monde en 6 jours. Et le 7e, Stanley Kubrick lui renvoya le tout pour modification, écrivit un critique. Un an après la mort du réalisateur, qui avait demandé à être enterré dans le jardin de sa propriété, à une 50aine de kilomètres de Londres, sa femme, Christiane, et Yann Arlan, son directeur de production et par ailleurs frère de Christiane, parlaient du tournage du film Barry Lyndon. Stanley was very much trying to photograph Barry Lyndon so that the atmosphere of the 18th century should be retained on the screen. He loved those paintings from the period. And he didn't know exactly how to do it. There is no camera built for this. So he was looking desperately for faster lenses to shoot a scene at candlelight. He contacted as many people as possible whenever he needed to know something. And then he hit it because of an article in a science magazine on this Zeiss lens. It turned out that NASA was the original customer of Zeiss. And Stanley then said, well, let me speak to them and see whether we could test it. Let me worry about that. And it finally worked. Depuis 25 ans, tous les critiques se posaient la même question à propos des images époustouflantes de Barry Lyndon. Pour quelles raisons les responsables de la NASA et Wernher von Braun, le père de la conquête spatiale, avaient accepté de prêter à Stanley Kubrick pour le tournage d'un film leur fameuse caméra, celle qui possède cet objectif mythique dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Cette lentille unique d'une valeur de plusieurs millions de dollars, la seule à pouvoir filmer les satellites espions dans le noir absolu, était jalousement gardée au secret depuis sa mise au point. Le 1er janvier 2001, Christiane Kubrick procéda à l'ouverture des archives du réalisateur disparu. Elle y découvrit, enfoui sous la montagne de documents, un curieux dossier frappé du sigle de la Maison-Blanche classé top secret, et la réponse à ses interrogations. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Le prêt par la NASA de cet objectif légendaire n'était que la partie visible de l'iceberg. L'aboutissement d'une histoire qui débuta 15 ans plus tôt. En 1961, John Kennedy, dans un discours resté célèbre, fait de la conquête de la Lune son objectif prioritaire. Un mois plus tôt, un Russe, Yuri Gagarin, devenait le premier homme dans l'espace. Les Soviétiques avaient gagné en Corée, à Berlin, à Cuba. Il ne restait aux Américains que la Lune. Et ils allaient tout faire pour y débarquer les premiers. C'était pour compenser l'amour-propre blessé des Américains par Gagarin dans l'espace. They decided that you can do this best by creating an objective, something that is very tough to reach, but if you reach it, then you have done the job right. And there was a lot of discussion inside and outside the space community of what that should be. And clearly the moon was the winning idea. La conquête de la Lune est confiée au savant allemand Wernher von Braun. Récupéré dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, von Braun travaillait depuis pour la NASA, en toute impunité. Membre du parti nazi, il avait fait fabriquer ces V2 par les déportés du camp de concentration de Dora. 20 000 d'entre eux, utilisés sans ménagement pour la construction d'usines souterraines, y avaient laissé leur vie. Mais les Américains acceptèrent de fermer les yeux sur son passé. Je ne sais pas s'il était tellement nazi, il n'est pas avec les nazis, c'était l'ancien Allemand. Je ne crois pas que personne ne l'a jamais relié à des crimes nazis ou quoi que ce soit. Je crois que les habitants de Londres, qui ont reçu plus de 1000 V1, probablement le considéraient comme tel. Mais enfin, la guerre, c'est la guerre. De leur côté, les Soviétiques décident de relever le défi lancé par Kennedy. Il leur faut trouver le cerveau capable de prendre en charge le programme lunaire. C'est Sergueï Korolev qu'on va chercher dans les bagnes staliniens. Sans état d'âme, il fait construire la base de Baïkonour par la main-d'œuvre du Goulag. La course à la Lune a toujours été présentée comme le versant noble de la guerre froide. Or, on était loin de la mer de la sérénité. Fin 66, la CIA intercepte une note qui indique que les Soviétiques sont en mesure de débarquer les premiers sur la Lune. 9 cosmonautes s'entraînent depuis plusieurs années. Ils ont même fait allunir en douceur Luna 9 en janvier 66. La guerre que vont se livrer les services secrets des deux superpuissances sera terrible.
Le concepteur de tout le programme soviétique, le professeur Korolev, meurt à 58 ans des suites d'une opération bénigne, l'ablation des amygdales. Korolev? Non. La CIA est prohibée par la loi américaine de tuer quiconque. Il n'y a pas d'excuse, la prohibition est absolue. Sabotage was not necessary. The technical problems were so great that that's really what caused their problems. Nous n'avons jamais tué un Soviétique et les Soviétiques n'ont jamais tué un Américain. Ni l'un ni l'autre ne voulait commencer quelque chose qu'ils ne savaient pas où ça finirait. En janvier 67, les 3 astronautes d'Apollo 1, Grissom, White et Chaffee, périssent brûlés vifs lors d'un essai au sol. 3 mois plus tard, le Soviétique Vladimir Komarov se tue au retour de la première mission habitée, son parachute s'étant mystérieusement mis en torche. Gagarine, le héros de l'espace, se tue, lui aussi, lors d'un vol d'entraînement. Il devait être le premier homme à fouler le sol lunaire. Le 3 juillet 67, la fusée soviétique qui doit s'envoler vers la Lune explose pendant la phase de remplissage des réservoirs, détruisant entièrement le pas de tir. Le rêve des Soviétiques, envoyer un homme sur la Lune pour le 50e anniversaire de la Révolution d'octobre 1917, vient de tourner court. En URSS, on ne peut que se préparer à assister au triomphe américain. Pour la Maison-Blanche, envoyer un homme sur la Lune était devenu la priorité des priorités. Ça n'a pas été la priorité de la priorité. La priorité de la priorité, ça a été la défense nationale. La course à la Lune, c'est un autre budget complètement différent, celui de la NASA. There was a very important philosophy here. The Apollo program was not really designed to get men to the moon or to get samples of the moon rocks at all. It was the Cuban fiasco that was probably the biggest factor. The United States of America was absolutely terrified about the fact that the Russians would have these enormous, powerful rockets. Ça faisait partie du truc missile. Parce que le moteur qui propulse la fusée sur la Lune et qui propulse le missile, c'est grosso modo la même chose. There is no question that the military push was very strong. Il faut être d'une naïveté surprenante pour croire que l'on a englouti plusieurs milliards de dollars pour rapporter quelques kilos de roches lunaires. Le programme Apollo, c'était en réalité les premiers pas de la guerre des étoiles, le bouclier qui devait protéger les États Unis. Mais il aurait été impossible d'obtenir du Congrès autant d'argent sans le soutien de l'opinion publique. Tandis que pour la conquête de la Lune, tout le monde a dit oui à tout et tout de suite. That's why the administration paid all of this money. That's why the Congress allocated this funds, and that's why NASA has been giving this mandate, so this must happen. We must go to the moon before the Russians do. The Soviet Union did an absolutely superb job of developing space from an industrial base that was much less advanced than the United States. Et eux, ils se sont mis dans une course qui absolument ne pouvaient pas faire. They had to use incredible percentages of their resources in order to sustain their work in space. Et c'est ça qui les a épuisés financièrement. L'URSS ne peut plus suivre. Alors qu'aux États-Unis, les effectifs des entreprises aéronautiques travaillant pour l'espace avaient en 7 ans bondi de 30 000 à près de 400 000. L'énorme gâteau qu'a représenté le programme spatial a été partagé selon les règles classiques des familles de la mafia. 3 États ont obtenu l'exclusivité de tout ce qui touchait à ce domaine. La Californie, le Texas et la Floride. Tous les centres de recherche, les usines de fabrication des fusées, les bases d'entraînement, les sites de décollage ont été installés sur cet axe Californie, Texas, Floride. Du centre de Houston aux rampes de lancement de Cap Canaveral, en passant par les usines de San Diego. Une manne de plusieurs milliards de dollars. Mais ce choix ne devait rien au hasard. Lyndon Johnson était gouverneur du Texas avant de devenir président des États-Unis. Nixon et Ronald Reagan, gouverneur de Californie avant d'entrer à la Maison-Blanche. Et la famille Bush, père et fils, avait fait main basse sur le Texas, puis la Floride, depuis des années, avant d'occuper à tour de rôle le bureau ovale présidentiel. En échange de ce cadeau royal, Boeing, Aircraft Industries et General Motors financèrent largement les campagnes électorales des gouverneurs dans leur course vers la Maison-Blanche. Des sommes inimaginables ont été englouties dans cette course à la Lune, et avec la bénédiction de l'opinion publique. Toute cette énorme machine était aux ordres des intérêts politiques et financiers. La Lune
C'était juste la Libye. Il ne restait plus qu'à convaincre le public qu'on allait conquérir l'espace avec des intentions pacifiques. C'est Wernher von Braun qui, le premier, avait réalisé qu'il fallait faire de la course à la Lune un divertissement, un spectacle. De ses nombreuses rencontres avec Walt Disney s'était dégagée une idée centrale. Seul Hollywood, dont le métier est de produire du rêve, avait le pouvoir de transformer un banal lancement de fusée qui ne passionnait encore personne en une superproduction. À ceux qui en doutaient encore, Stanley Kubrick allait offrir un splendide démenti. Le réalisateur, en étroite collaboration avec la NASA, avait commencé le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, dont les prises de vue devaient s'étaler sur 4 années. Le choc créé par les rushs de 2001 projetés dans les sous-sols de la Maison-Blanche ne fait que confirmer ce que la NASA sait déjà. La conquête de la Lune ne peut que passionner les foules. Ce film allait préparer le public, sensibilisé par le programme Apollo, à accueillir avec enthousiasme le premier voyage vers la Lune. The film is clearly a tremendous PR exercise for NASA. The fact that there was an artist coming up with these totally new and fantastic ideas and visions, of course, stimulated the support for the whole project. They felt they were made more glamorous. Yeah. They became very aware how important the visual spectacle is going to be. When I first went to see 2001, I was blown away. It was a great film, wonderfully done, super special effects and music, and a great story by Arthur C. Clarke. There is no question at all that the designers and engineers of the space program have been affected by 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace est aussi un film visionnaire. Le tour de force de Kubrick, c'est qu'à aucun moment les ingénieurs de la NASA ne remettent en cause la vraisemblance de la moindre séquence du film. Les images du vaisseau Discovery se dirigeant vers le système solaire sont stupéfiantes. It was absolutely fascinating. They looked nearly exactly the same. It had a pointed top, it went down like this, and it had the engine in the back. L'influence de 2001 sur tout le programme spatial va être immense. Le regard de Kubrick sur la science-fiction et sa vision du cosmos vont accélérer l'exploration spatiale, donner un coup de pouce à la course vers la Lune. Fascinés par les premières images du film, les techniciens de la NASA modifient la tenue des astronautes, mettent des couleurs partout. NASA was so impressed by the spacesuits that they did certain things that they hadn't done before. I couldn't tell you what they did, but I remember at the time Stanley was very flattered. Some of the ideas were similar, not because we were imitating what was done in 2001, but just because looking for new ideas, people working at the same time came up with some of the same solutions. I remember he was very proud when all sorts of people said how accurate it was. It affected our thinking and our processes and the final product. Stanley and Arthur talked about it and they felt like stars. Et à la veille du voyage vers la Lune, la NASA se tourne vers Hollywood, le royaume de l'artificiel, et vers Jack Torrance, alors jeune producteur à la Paramount et qui vit aujourd'hui à New York. The White House and the Space Administration, NASA, quickly realized that the race to the moon was really a war of images between the Russians and the United States, because our facilities were pretty rudimentary and the Space Center was really laughable. So they decided that the space race had to be turned into a pure Hollywood product, a show. So they came to see us with one goal. It had to be absolutely amazing. Hollywood could do it. We could create the dream. All of Hollywood stopped working on other projects just for this. I mean, it was never seen before. 700 technicians invaded Cape Canaveral. It was incredible. Like the construction of the pyramids, but bigger, better, more beautiful. And they made us a promise. They said, you do this right, and pretty soon, the next election, one of your guys is going to be president. And there he was. Reagan was president of the United States. And they gave us carte blanche.
We decided on new spacesuits for the astronauts. We changed the shape of the rockets. We redid all the lighting. We added 100 more spotlights. We moved the launch pad so that the sun would be behind it at liftoff. The hypocrisy stretched to coating the rocket engines with gold leaf, even though it was of absolutely no use. It was most of all to show that it was all so expensive. And this was just for a little film, but it was going to be the most expensive film in the history of cinema. Et le 17 juillet 1969, le président des États Unis, Richard Nixon, donne son feu vert au lancement d'Apollo 11, avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. 2 milliards de spectateurs se préparent à assister au premier pas de l'homme sur la Lune. Guidance is internal. 11, 10, 9, ignition sequence start. Oxidizer tanks from the second and third stages now have pressurized. Neil Armstrong reported we know it will be a good flight. Step off the limb. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Michael Collins ne se remit jamais d'avoir été le seul des 3 astronautes à n'avoir pas pu marcher sur la Lune. Il disparut à tout jamais. Neil Armstrong, déboussolé par cette soudaine notoriété, se retira dans un monastère. David Bowman était au centre spatial de Houston le fameux soir des premiers pas sur la Lune. Chargé des transmissions, il était en contact radio permanent avec Armstrong et Aldrin. Aujourd'hui, à moitié aveugle à la suite d'une erreur de manipulation, il se souvient d'Armstrong. They gave him the script the day before in a sealed envelope. That famous phrase that he would say when he landed on the moon. He read the script in front of us. One small step for man, one great leap for mankind. He looked up and said, "Who wrote that crap?" His jokes before liftoff, just great. He asked us where the duty-free shop was, what the in-flight movie was, if he was in a smoking section, if he could have a window seat at the back, could he have a kosher meal? He had his car radio under one arm. He was scared someone would steal it from the NASA parking lot. On the moon, it was worse. The few words he exchanged with Aldrin while they collected the samples are incredible. So when I got to the cafeteria, that asshole tells me, "You got 2 side orders. I gotta charge you $2 extra. $2 extra for a handful of beans. Can you believe it? How about that? Vectoring 33 Apollo altitude." He forgot completely that there were 200 of us sitting in the mission station, hearing every word they said. You see, with Betty, it's comfortable, it's secure, but with Samantha, it's the unknown. It's like an adventure. We're coming here loud and clear. C'est juste après le retour triomphal des 3 astronautes et la période de quarantaine, suivi attentivement par le président Richard Nixon, que Buzz Aldrin, le 2e homme à avoir marché sur la Lune, sombre dans une soudaine dépression, sans raison apparente. He became an alcoholic, which was partly due to his family history. It had thrown him into a deep depression. He came back drunk every night. So I think it may not be a good conclusion to assume that it was a lunar mission. He may have had those problems anyway. He didn't know what to do with himself. So I think it was like anyone in life, he found a period where he really didn't know what to do. Aldrin, like many people, have difficult times in their lives, and one never knows exactly why. There were some unusual things that happened that were a bit surprising and influenced my life. Before we went to the moon,
President Nixon had prepared some remarks for a speech to give if we could not leave the moon and come back. Nixon s'était préparé au pire. À la veille du lancement d'Apollo 11, il avait, en secret, enregistré un message télévisé pour annoncer la mort des 3 astronautes. Yesterday, I laid a wreath at the cemetery, which commemorates the brave people. When you are faced with that readjustment, you change or you die. I think that was the reason he became very discouraged in life. So I decided to retire, not just from NASA, but from the Air Force. You could hear him wandering around in the streets, stumbling about, raving. Did people go to the moon or not? La rumeur enflait depuis plusieurs années. Si Nixon était allé jusqu'à envisager d'envoyer froidement à la mort 3 astronautes, quel crédit fallait-il encore accorder à ses premiers pas sur la Lune qui avaient fait rêver l'humanité? Khrouchtchev avait écrit dans ses mémoires « Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le président des États Unis n'a pas assisté au lancement d'Apollo 11 ?» Eve Kendall, l'ancienne secrétaire personnelle de Richard Nixon, nous avait laissé entendre qu'il ne lui déplairait pas de remuer des souvenirs vieux de 30 ans. C'est Henry Kissinger qui l'avait engagée comme stagiaire à la Maison-Blanche. Elle avait alors 20 ans. À Washington, Donald Rumsfeld, à qui le nouveau président Bush venait de confier le poste de ministre de la Défense, fêtait son arrivée au Pentagone. Il y avait là, en plus de Rumsfeld, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, Lawrence Hickelberger, le général Alexander Haig et le chef de la CIA, Richard Helms. Il y a 30 ans, ils furent tous les 5 les principaux conseillers de Richard Nixon. Are we through? All right, one more drink and then I'm ready. There you go. I'm only teasing you. You have a great chance to make a fool of me. What is going on? What in the world? Hello, Mel. How are you? I don't know, he looks a little slippery to me. Now, how are we doing this? He's asking, you're asking the question. You answer in English. Well, but then you're going to have to translate them, so I know for sure what I'm being asked. I understand French. I don't speak it very well, but I understand it. Okay. What's your problem? No, don't worry about it. It's okay. Yeah, those are the kind of questions that you have on TV every night. That's a long, complicated story. Only a few people need to know. I'll tell you a fascinating story. The whole thing? Are you running? You're going to cut it all out of this thing anyway, but... Let me tell you, off the record. Turn the camera off. L'histoire était stupéfiante. Nixon, embourbé au Vietnam jusqu'au cou, venait d'être élu, et il lui fallait frapper un grand coup pour redonner un peu de lustre à l'image désastreuse qu'avait de lui une très large partie de l'opinion publique. President Nixon was on the telephone, speculating. He kept fiddling with the telephone cord. The Oval Office was in semi-darkness, and I found it very difficult to take notes of this meeting. We had a meeting and talked, and he had made a number of decisions already, basically to try to calm things down. The director of the CIA was looking panicked. He always overestimated the power of the Soviets. The Russians will put a man on the moon. It's only a matter of months, maybe even days. I have very accurate information about that. We can't wait another year. We have to launch Apollo 11 as soon as we can. I was on the telephone constantly and at meetings and various other ways trying to promote more energy, more aggressiveness in this matter. I said to the president then, I said, you can't let this succeed, and you must do everything necessary to make sure that it doesn't. Now, the president turned to his experts at NASA and said, are we ready? The director of the space agency only half reassured him. He said, we might not be able to send back films of the first steps on the moon. Well, President Nixon refused that idea. No way. The whole world is waiting to see an American take the first steps on the moon. He was very upset about it, and that he felt that something had gone wrong and maybe he was responsible. The President of the United States was irate. The sequence of events I remember as the most tense. Then one of the
presidential advisors, I don't know, General Alexander Haig or Donald Rumsfeld, said hesitantly, what if we film the first steps on the moon in a studio? Then if we fail, we can always show those pictures to the public. I talked to the president, and Kissinger supported it. And at first I didn't take it very seriously, and I was told not to take it very seriously. Then it kept going on and on and on. The president was prepared to do so, and I was prepared to support that. And that was decided basically by Henry, Al Haig, and the Secretary of Defense. But in the last analysis, the only person that could make the decision to do A, B, or C is the President of the United States under our system. And he would have to order it done. Nixon settled back in his chair and closed his eyes for a few minutes. And then he stood up and said, "Gentlemen, you have less than 2 weeks to get everything prepared." That was big. That was a big idea. It was an important thing, and a lot of effort went into it. It was an anguishing decision for President Nixon to make. And I think he made the right decision. He was the president, and he deserves the credit for having had the courage to do it. He did that on his own. Sensible thing to do. Then he came over to me and picked up all my notes, ripped them up into little pieces, and threw them in the wastebasket. No stage in my life could I ever have anticipated that this would happen. At no stage, not even when I was made National Security Advisor. And I think it is a great symptom of the strength of America that this was even conceivable. I thought it was the right thing to do because we have to do something to show that we're still the United States of America. We walked out of the room, and President Nixon said, I've decided to do that, and I need you to do this job. We're going to do it. It was just amazing. So we were trying to figure out who would do what when. He simply has got to have the person he wants in that job. And it has to be someone who's capable of doing it, and it has to be somebody he knows well. I said, I'd like to talk to one person. And he said, who? C'est Donald Rumsfeld qui, le premier, avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait, mais il est hors de question de construire des décors en si peu de temps. Le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, se termine dans la banlieue de Londres. Pourquoi ne pas profiter des décors encore en place? Rumsfeld est persuadé que Kubrick ne refusera pas. Sous l'administration Kennedy, la Maison-Blanche lui avait accordé une autorisation exceptionnelle pour entrer dans les lieux stratégiques du Pentagone pendant la préparation du film Dr. Folamour. Kubrick leur doit bien cela. Je lui ai dit à M. Nixon, c'est très dangereux aux États-Unis de mentir. On ne peut pas montrer une supercherie comme ça dans une démocratie. Trop de gens parleraient. C'est vrai, c'est grotesque. Alors il a dit presque tristement, allez-y quand même. Rumsfeld propose d'aller personnellement négocier avec Stanley Kubrick. Il s'envole le soir même avec Henry Kissinger pour l'Angleterre. Kubrick, surpris, trouve l'idée amusante, mais commence par refuser. Rumsfeld insiste. On ne vous demande qu'une chose, nous laisser les clés du studio pendant un week-end. Le temps de tourner un petit bout de film et faire quelques photos, tout sera remis en place avant lundi matin. Kissinger le flatte. Dr. Folamour est un des films préférés de Nixon. Kubrick finit par accepter. Le faux tournage aura donc lieu en Angleterre dans les studios de la MGM près de Boreham Wood. L'équipe de tournage sera extrêmement réduite. Les 2 techniciens et les 2 figurants seront des agents de la CIA. Tous dignes d'une confiance absolue, ne devront avoir ni femme ni enfant ni la moindre attache familiale. Ils signeront un contrat où ils s'engagent à ne jamais rien révéler de cette histoire. Une fois le tournage terminé, ils devront disparaître. Mais Stanley Kubrick était un perfectionniste. Devant le peu de professionnalisme de l'équipe de la CIA, il se force à contre-cœur à superviser le tournage du faux film des premiers pas sur la Lune. Mais il précise à Rumsfeld et Kissinger, « Dès lundi matin, je compte sur vous pour disparaître à jamais de ma vie. » My goodness, that is somebody. He is impressive, and he is a balanced, rational man. And he also has some courage to say that, what he'd said. And from there on, it played out exactly as he suggested. He had very great common sense. He was a very dedicated personality, and my relations with him were wonderful. Kissinger was the key person, yeah, that's right. And he was very much challenged by this project. That did take a long time.
But everybody was very interested that it could be done at all. I mean, we have never done this like this. True, yes, we haven't. So that's one reason to try. They tried and it didn't look right. I remember the thing with the stars. They had huge sheets of paper and they were little pinholes. Everybody should realize what an achievement it was to do that. Kissinger was so nervous that he packed his passport, in a big suitcase and things like that. He was very unlike himself. It finally worked, and Kissinger was very, very, very pleased with the result. It looked fantastic. Hippity-hoppity, hippity-hoppity, hippity-hopping over hill and dale. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da. Hippity-hopping along. C'est de la folie. This is stupid. There's no reason not... people come out with crazy ideas about anything. I know about these stories about the pictures from of rehearsals or pictures that are made in a lab or pictures like this because of the sunlight and whatnot, but indeed it's not. Demandez aux soviétiques si c'est vrai ou pas. Ils avaient les moyens de voir. Dimitri Meufflet avait travaillé pour les services secrets soviétiques pendant 15 ans avant d'être échangé contre un transfuge au moment de la chute du mur de Berlin. What really surprised us was the number of mistakes the White House made. They wouldn't have fooled a kid of 10. We soon realized the whole thing was a hoax. It took us less than 2 hours to figure out the photographs. Take the American flag, which is shown suspended in midair and waving this way and that. But there's no wind on the moon. NASA might say that they retouched the photographs to bring up the stars and stripes to make them more patriotic. That's nonsense. The same lack of atmosphere on the moon is the cause of extreme temperature changes on the surface. The camera used on the moon was a Hasselblad 500 of excellent design and quality, but with no special modifications or cover. But in 2 hours, the temperature went from plus 130 degrees to minus 150 degrees. Yet, everyone knows that above 50 degrees, heat causes chemical changes in the photographic emulsions. It makes the mechanical parts of the camera expand and loosens the lens. Extreme cold would render the batteries in the exposure meter useless and freeze the film, which shatters like glass at minus 80 degrees. The X-rays from the sun would fog the film, and ultraviolet rays would distort the colors, yet the colors are perfect. Gravity on the moon is 1/6 of that of the Earth. This means that a fully equipped astronaut in his spacesuit who weighs 184 kilos on the Earth would weigh only about 30 on the moon. Have you seen the depth of that footprint in the sand of an astronaut weighing only 1/6 of his normal weight? On the moon, there is no water. You couldn't get a footprint like that even if you were walking on talc. Finally, in all the photographs, there was no flash. You'd have seen it because the astronaut taking the photograph is reflected in the visor of the helmet of the other astronaut. The astronauts are lit from behind, but the smallest details of their spacesuits are perfectly visible. The very first thing you learn in photography is not to shoot against the light. You've got to have your back to the sun to get the best shots. One shot, salvage, before NASA cropped it, reveals the source of the light for those long horizontal shadows. 2 spotlights in a studio. En ce qui concernait la mission Apollo 11, avait précisé Dimitri Meufflet, tout s'est parfaitement déroulé. À l'exception d'un seul point, il n'y a pas eu d'image. Les films étaient inutilisables et toutes les photos ratées. Or, tout reposait sur ces clichés qui devaient faire le tour du monde. Meufflet nous avait montré 2 photos trouvées en fin de bobine d'un film jamais développé qui dormait dans les archives du laboratoire de la NASA. Sur la première, les ombres étaient totalement incohérentes et partaient dans des directions opposées. Sur la seconde, une photo de Stanley Kubrick prise sur le tournage de 2001 gisait, abandonnée, sur le faux sol lunaire du studio.
Ambrose Chappell, ancien agent de la CIA, avait refusé de participer à l'opération et démissionné avant de devenir pasteur à Baltimore. 30 years later, I think it's time to bring an end to this story. Kubrick is no longer with us, and I think it's all right to tell, to reveal this secret. The men who participated in this project were all paid very well. They promised secrecy, and they promised to disappear forever. They were given new identities and new faces and new lives in some remote place in the world. But then Nixon and his advisors got scared, and they began to think that disappear forever should mean just that. À la Maison-Blanche, Nixon, depuis des mois, avait perdu le sommeil, semblait absent, incapable de se concentrer. Et si un des témoins du tournage décidait de parler, on ne peut pas prendre ce risque, répète-t-il régulièrement à ses conseillers. Nixon demande conseil à son attaché militaire, le colonel George Kaplan. Et si l'on envoyait nos meilleurs agents de la CIA avec un seul mot d'ordre, supprimer tous les témoins du tournage? The president was determined to do something. And I said to him, look, you're going to do what you want to do, but I think it's too late. I think you should have done that a year ago. It is not a good thing to do. And I said, are you out of your mind? I said, this is going to turn into the biggest scandal that this country has ever seen. He was in bed, it was late at night. Whether he had been drinking or not, I don't know. Those of us who worked with Nixon knew not to take seriously everything he said when he was under stress. I don't know whether he was thinking about it or not, but he didn't do it. He said some awful things, but they were never done. They were never even attempted. And I said, Mr. President, let's sleep on this, because that's the job of a White House Chief of Staff. It is not something I want to do, and so I left. The next morning I went in, he said, you know, Al, you were right. Nixon décide d'annuler l'opération. Il l'annonce à Kissinger et Alexander Haig. Mais la machine va se dérégler. Dans la nuit, le colonel Kaplan a envoyé un de ses adjoints de la CIA récupérer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche l'ordre de mission du président, avec les noms des personnes à supprimer. Il est déjà trop tard. Hello. George, on that thing we were discussing this morning, I wanted to be sure that you got off a telephone call, preferably, a message if necessary. The first time we heard that there was a problem was on Tuesday morning. He said that the CIA should not be doing these covert action operations, and as a matter of fact, he signed the document that permitted them to do that. Nixon was highly intelligent, and he knew when his orders were or were not carried out. So I went into Nixon, I said, Mr. President, we've got a problem. Le colonel George Kaplan, devenu fou, a pris seul la décision de continuer l'opération. Il a modifié les codes secrets, coupé toutes les communications avec la Maison-Blanche et la CIA et lancé ses hommes dans l'offensive avant de disparaître. Et personne ne peut plus l'arrêter. I can't speak for any of the others, but I know where I was. From the very first, I thought this was going to happen. It was a total surprise to me. I assume it was a total surprise to Henry. When I became aware of it, I said, what do you think happened here? And he said, some damn fool went into the Oval Office and did what he was told. This has never happened before. And I said, well, who are they? It wasn't the head of the CIA, it was head of the operational element of the CIA. Other people had to step forward and take responsibility, and they did. And of course, Nixon was uneasy about that. But it never crossed my mind that it would fall apart so fast. I mean, they planned that all pretty pathetically. C'est un département annexe de la CIA qui prend en main l'opération. Les membres de l'équipe de tournage qui avaient fait leurs premières armes à Hanoï s'y réfugièrent. Formée par le blanchisseur du Pentagone originaire de Saigon, l'unité d'élite de la CIA apprend à parler la langue locale avant de se lancer à la poursuite des fugitifs. Rompus aux techniques de la guérilla, ces professionnels du déguisement connaissent sur le bout des doigts les multiples façons de se fondre dans la population.
This was sort of amateur CIA, if there ever was one. Some of this was not done very well, and who planned it, I never inquired. I just stayed away from it. I must say, it was a very poorly run show. The Secretary General called me and said, "What's going on?" À la Maison-Blanche, Nixon fête son anniversaire avec quelques amis. C'est un peu plus tard dans la soirée, alors qu'il dîne avec sa femme dans un restaurant chinois, que le président reçoit une note l'informant de l'échec de l'opération. Il décide alors de changer de méthode. We had people who knew how to do those things. Presidents, under the pressure of office, have to do a lot of dumb things sometimes. Nixon drank. And not a lot, but he was one of these people that one drink and... Nixon ne va pas lésiner sur les moyens. 150 000 hommes et la moitié de la 6e flotte partent à la recherche des 4 fugitifs. Le double de ce qui sera engagé pendant la guerre du Golfe pour capturer Saddam Hussein. La CIA demande au Pentagone un peu plus de discrétion. Utiliser une méthode qui a fait ses preuves en Asie et en Amérique latine, par exemple. Maquiller les assassinats en accident. It was ending in a somewhat ignominious fashion. The sound man, Andy Rogers, was burned alive in a car crash. Jim Gow, the assistant director, was found drowned in a swimming pool in his backyard. Vince Brown was found in Patagonia, cut up in little pieces, but the police claimed it was a suicide. Vince Brown, le régisseur, a été retrouvé et abattu sur un îlot désert des îles Kerguelen. La CIA avait poussé le cynisme jusqu'à filmer son élimination. Bob Stein, the set designer, figured out what was happening and hid in a yeshiva in Brooklyn for 10 years until they caught up with him. C'est ici, dans cette yeshiva du quartier juif de New York, que le rabbin Königsberg a protégé Bob Stein pendant de longues années, lui apprenant le yiddish. Tous deux essayaient de trouver dans la Bible des réponses à leurs interrogations. Mais très vite, le rabbin a commencé à avoir des doutes sur Bob Stein, qui non seulement ne croyait pas en Dieu, mais avait du mal à croire en sa propre existence. Oft haben wir diskutiert, kiemat jeden Abend. Es ist mir schnell angefallen, als Film ist schön nicht. Hat gehalten, also in der Teure steht geschrieben, also man darf bloß Achtung geben, in welchem Restaurant man isst Chaser. Gearbeitet hat nicht, gelebt auf der Ducke. Bis einmal haben wir gehabt, eine Bande Chuliganes im Bronx. Sehen die als Resayit, haben sie gezwungen, seit sie zieht sie nähen, die zerrissene Häusen. In hintergehackte Sachen, gelost Fahrteuten. 6 Monate ist er gelegen im Mount Sinai Hospital. Bis er da weggestorben. Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, la Maison-Blanche et la CIA, qui avaient promis à Stanley Kubrick qu'ils n'entendraient plus parler d'eux, tinrent parole. Mais 5 ans après le tournage du faux film, Kubrick commit l'imprudence de contacter la Maison-Blanche, puis la NASA, pour leur emprunter une lentille afin de tourner Barry Lyndon.
La NASA accepta en échange des services rendus, ou peut-être, devant la menace à peine voilée, de révélations sur les premiers pas d'Armstrong et Aldrin sur la Lune. Mais Nixon avait démissionné à la suite du Watergate. Son successeur, poussé par le nouveau directeur de la CIA, remit la machine en route. Après tout, Stanley Kubrick était le dernier témoin direct de la supercherie encore en vie. Son téléphone fut mis sur écoute et son courrier intercepté. Kubrick décida alors de disparaître. Il tourna tous ses films dans sa propriété ou juste à côté, que l'action se déroula au Vietnam ou à New York. Il s'enferma chez lui avec sa femme Christiane et ses enfants et n'en sortit plus jamais, jusqu'à sa mort. He was accusing Nixon of colluding with the CIA to have him assassinated. He would try to think what they would do and how the troops would go in and at what point and how long it would take. He was very accurate. And at the same time, he also was horrified. I don't know what you're talking about. The guy that ran CIA was Dick Walters, General Dick Walters, one of my best friends, and I know what was going on. Seul le général Walters pouvait nous aider à découvrir la vérité. Pour découvrir quoi? Je veux que vous m'écoutez, je veux que vous me croyiez, parce que je vous dis la vérité. Je suis sûr que M. Nixon ne savait rien à l'avance. L'adjoint de Helms lui a dit « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quoi qu'il se passera, nous serons avec vous jusqu'au bout. » C'était 6 mois avant. Quand les gens qui l'ont fait ont été coincés, ils se sont précipités chez Nixon pour dire « Protégez-nous ». Au lieu, et je lui ai dit à M. Nixon, et il a été d'accord avec moi quand je lui ai dit, si vous aviez... Le général Walters voulait bien continuer à parler, mais en privé, sans être filmé. L'élimination de tous ceux qui avaient participé au tournage, et il insista sur les mots « tous ceux », restait un sujet trop sensible. Avant d'aborder la disparition soudaine de Stanley Kubrick, il nous demanda d'éteindre notre caméra, ce que nous ne fîmes qu'à moitié. On n'est pas branché. Non, pas du tout. Parce qu'il peut y aller de la vie des gens. Le général Walters, perturbé, nous proposa de poursuivre notre conversation le lendemain. Mais dans la soirée, il mourrait subitement d'une congestion cérébrale. Il avait accepté de violer une des règles essentielles de la CIA, le silence et l'anonymat. La mort de Vernon Walters ne fit que quelques lignes dans Libération. Mais le New York Herald Tribune lui consacra un long article. On pouvait y lire « Le général Walters venait d'accorder un entretien à la télévision française sur le rôle joué par la Maison-Blanche dans le programme Apollo à la fin des années 60. Selon le producteur et le réalisateur du documentaire, le général Walters leur avait paru en excellente santé. »